Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Ilco Radio, donc sur la commune de Saint-Aquilin, et nous sommes donc en compagnie de 3 Aquilinois, hein, c'est comme ça qu'on dit. A priori, j'ai un petit doute, mais Joël va nous préciser tout ça. Donc nous avons 2 jeunes du conseil municipal des jeunes, Maëlys à ma droite, Samuel à ma gauche. Et nous accueillons un habitant de longue date de la commune, Monsieur Joël Beynet, qui va nous raconter un peu l'histoire de la commune de façon à découvrir un peu ce qui fait Saint-Aquilin. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, Aquilinois ou... Jusqu'à présent, il n'y a pas de nom de personnes habitant à Saint-Aquilin, mais pourquoi pas Aquilinois. Bon. Il n'y a pas de gentilé, c'est ça, officiel D'accord. Officiellement, je ne pense pas. Ok. Première chose qu'on découvre. Alors vous, les jeunes de Saint-Aquilin, qu'est-ce que vous aimeriez savoir peut-être de l'histoire de la commune ? Premièrement, l'église. De quand ça date, l'église ? L'église ? Oui. L'église, la première église à Saint-Aquilin, c'était peut-être à l'époque de Charlemagne, sûrement, c'est-à-dire le 9e siècle, et puis la toute première, mais qui n'apparaît plus du tout. Celle-ci. C'est pas celle-ci. Après, il y a eu une église romane qui n'est pas encore celle-ci non plus, puisque celle-ci, c'est sur les bases de la ruine romane au XVIe siècle que l'on a construit cette église actuelle. D'accord. 16e siècle. Comment ? 16e siècle, du coup. Ce que l'on voit là, c'est le XVIe siècle. Et donc cette église, elle a un nom, comme toutes les églises, en tout cas elle est baptisée... Elle est baptisée, elle est... je ne sais plus comment on appelle, dédié à Sainte-Trope. Et donc c'était le saint de... C'est le saint qui a été choisi, c'est un peu compliqué, c'est le saint qui a été choisi parce qu'il y avait déjà une fontaine miraculeuse à Saint-Aquilin. Il y avait des pèlerins qui venaient et qui venaient pour guérir. Et Sainte-Trope, c'est un saint qui est un saint guérisseur aussi. Donc je pense qu'il y a une relation entre le fait qu'il y avait une tradition d'eau miraculeuse et guérisseuse et un saint qui guérit. Ok. Et du coup, ce saint, il a créé Saint-Aquilin ou... Ah, Sainte-Trope, non. Le saint qui a donné le nom à Saint-Aquilin, c'est un saint qui s'appelle Agilinus, qui est un habitant régional de notre secteur. Agilinus, qui a donné donc Saint-Aquilin, et qui... on pense, est né à l'Aiguillac. Parce que à l'Aiguillac, le mot l'Aiguillac est la même origine que le mot Agilinus, Saint-Aquilin. C'est la même racine latine, quoi. C'est la même racine latine, et il y a de grandes chances pour que Aquilin soit né donc à l'Aiguillac, d'une famille gallo-romaine de l'Aiguillac. Et puisque à l'Aiguillac aussi, il y a une base gallo-romaine dans l'étymologie de l'Aiguillac. Le Ac, c'est la preuve que c'était déjà un village gallo-romain. D'accord. Donc vous disiez gallo-romain, ça veut dire que Saint-Aquilin, ça a apparu après la grande ère romaine, quoi. Enfin... Alors, Aquilinus, c'est la fin de l'Empire romain. Saint-Aquilin est né aux environs, comme Saint-Astier, aux environs de 560, 550, 560 de notre ère. Donc c'est déjà le 6e siècle, ça. Ça fait déjà pratiquement 200 ans que les Gallo-Romains ont disparu, que la civilisation gallo-romaine a disparu. D'accord.
Eh ben, ça commence tôt, du coup, l'histoire de Saint-Aquilin. Ah ben, Saint-Aquilin, ça commence déjà avec les dolmens, c'est-à-dire au néolithique. Okay. La grotte, puisqu'à Saint-Aquilin, il y a une grotte aussi sépulcrale néolithique. Après, il y a les Celtes qui sont passés. Bon, il n'y a pas de preuve ici qui est un des lieux des Gaulois, mais dans la vallée du Salambre, il y en a, puisqu'il y a un oppidum à Neuvic. Puy-de-Pont est un oppidum gallo-romain. Gallo-romain, celte. Qu'est-ce que c'est qu'un oppidum? Qu'est-ce que c'est qu'un oppidum? C'est un emplacement fortifié que les Celtes, les Gaulois ont construit avant l'arrivée des Romains, c'est-à-dire entre le 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est l'ancêtre du château fort. C'est l'ancêtre du château fort. D'ailleurs, dans ce lieu-là, il y a un oppidum celte, une fortification gallo-romaine où est né un autre ermite qui s'appelle Astérius Saint-Astier, et ensuite une motte féodale, le premier château, sur le même lieu. Donc motte féodale. Motte féodale, c'est un endroit où au XIe siècle à peu près, on construisait des châteaux en bois pour défendre les terres cultivables aux alentours de ce château. Des petites fortifications du coup. Des petites fortifications. Tout ça, ce sont des fortifications, oui. Alors, moi, je parle de Puy-de-Pont, c'est pas très loin, mais c'est pas sur la commune de Saint-Aquilin. Mais il existe la même chose ici déjà. À Saint-Aquilin, il existe pendant les Gallo-Romains. Après les Celtes, pendant les Gallo-Romains, il y a une villa gallo-romaine à Saint-Aquilin. L'emplacement d'une villa gallo-romaine à Saint-Aquilin, il y a l'emplacement d'un four de potier à Vitrac, à côté de Saint-Aquilin. Il y a qu'est-ce qu'il y a encore de gallo-romaine dans le coin? Des voies, les voies romaines, des voies romaines assez importantes qui passaient dans la vallée du Salambre. Et après à la chute de l'Empire romain, il y a eu la reprise en main, surtout à partir du 8e ou 9e siècle. Et à ce moment-là, les fermes, c'était des fortifications sur les hauteurs, ça s'appelle des mottes féodales ou des mottes castrales. Et il y en a au moins 2 à Saint-Aquilin. La Vigerie, la motte castrale de la Vigerie et la motte castrale du Récidou. Le Récidou, c'est le château de Belay. Ok, d'accord, je vois. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Peut-être que Maëlys a une idée de question, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait une guerre à Saint-Aquilin? La guerre? Oui. Oh, il y a dû y avoir des guerres, oui, ou des batailles. Ah, en plus, oui, il y a une grande bataille à Saint-Aquilin. La bataille de... ça y est... la guerre des religions. Pendant la guerre de religion, il y a eu une célèbre bataille qui a eu... je sais plus, je crois que c'est... Alors, je dis des bêtises, je ne les dirai pas, donc je ne sais pas le nombre de personnes qui sont mortes, mais il y a toute une armée alors les catholiques, les protestants qui ont été exterminés à Chantepoule, qui s'appelait à l'époque Chantegeline. Donc il y a eu une grosse bataille là, mais il y a dû y avoir d'autres batailles. La villa gallo-romaine a peut-être été détruite à la suite d'une attaque et d'une destruction locale.
et peut-être aussi les monastères, puisqu'à Saint-Aquilin, il y a eu 2 monastères qui ont existé, et le monastère au moins le plus vieux, celui de Cessac, ce monastère-là, il n'existe plus depuis plus de 1500 ans. Au moins, c'est un monastère qui existait au 6e ou 7e siècle. Et donc les guerres religieuses, c'était à quelle époque? C'était à la même époque ou... C'est la guerre des religions. Alors, c'est pas trop mon truc, c'est 16e. Oui, quelque chose comme ça, ouais. On n'est pas très bon dans la salle. Je suis meilleur au Moyen-Âge que par la suite. Et quand il y avait des guerres, il y avait besoin d'abris, et ça me fait penser, où est-ce que les gens s'abritaient Ils s'abritaient dans les châteaux. Oui. Au début, pendant la paix romaine, la villa gallo-romaine n'avait pas besoin de défense puisque il y avait pas de guerre. On appelle ça la paix romaine. Ensuite est arrivée l'invasion pendant les invasions. C'est là où peut-être la villa gallo-romaine a été détruite. Et à ce moment-là, on a construit des petites fortifications en terre et en pierre. Et c'est devenu des petits châteaux qui protégeait les paysans du coin qui faisaient les récoltes, qui nourrissaient les petits seigneurs propriétaires. Et est-ce qu'ils se cachaient également dans des grottes ou le concept de cluseau oui, bien sûr, les cluseaux, surtout qu'à Saint-Aquilin, il y en a 6 ou 7 cluseaux. Il faut expliquer ce que c'est du coup. Alors un cluseau, c'est un... il faut faire attention à ce qu'on va dire là, parce que jusqu'à présent, on pensait que c'était des abris souterrains, des refuges. Bon, maintenant, les archéologues, ils disent attention, c'est pas des refuges, c'est juste des constructions souterraines pour quoi faire. Alors, on leur demande pourquoi faire, peut-être pour mettre des animaux, peut-être pour mettre le pinard, pour mettre des réserves, des nourritures, de la nourriture. Il y a des silos autour, mais là, actuellement, il faut être prudent. Les archéologues ne sont pas tous d'accord. Et vous en avez visité quelques-uns des cluseaux sur Saint-Aquilin? Moi, ça fait déjà... j'ai 72 ans et j'ai commencé à visiter mes cluseaux il y a donc... 60 ans. Oui, déjà, à 12 ans. Et donc les cluseaux de Saint-Aquilin qui ont été répertoriés par Serge Avriot, notre spécialiste des cluseaux en Dordogne. J'ai fait des explorations des cluseaux avec lui à cette époque-là. Donc... Vous visitiez pas les jeunes des cluseaux à 12 ans? Je sais pas, je crois que j'en ai peut-être visité une fois, mais... Alors c'est où? À Saint-Aquilin? Je sais plus, mais le terme cluseau, je l'ai déjà entendu, oui. Et je pense l'avoir déjà visité quelque part. Donc, Alors le cluseau, c'est une expression très périgourdine et occitane. Et en réalité, ça s'appelle un abri souterrain ou une construction souterraine artificielle. C'est vraiment fait par les humains. En général, c'était sous une maison fortifiée ou sous un château ou sous une protection pour cacher un produit de valeur. Et donc, pour revenir au château, il y en a plusieurs à Saint-Aquilin. Il y en a combien? 4, 5? Il y en a quelques-uns. Donc, vous pouvez nous en citer quelques-uns? Les châteaux à Saint-Aquilin, donc le plus important, c'est sûrement le château de Belay, qui est du XVIe siècle, mais qui est sur des anciennes constructions du Moyen Âge et peut-être plus vieux même. Donc, dans l'ordre des choses,
sur une mode féodale, on construit un château en bois. Ensuite, on reconstruit 50 ans ou 100 ans après, on reconstruit un château en dur. Et ensuite, on construit un château du fin du 15e, début du 16e, comme l'on voit actuellement. Des châteaux modernes, enfin, non faits pour la bataille. Alors, celui de Saint-Aquilin, le château de Belay, tel qu'on le voit, il a été construit au XVIe, au XVIIe, avec un aspect du Moyen-Âge. C'est-à-dire que il a été construit avec une architecture de défense du Moyen-Âge, alors que déjà, on ne construisait plus de châteaux de ce type-là. Donc c'est pour ça qu'il est à peu près bien conservé. C'était déjà kitsch à l'époque. Oui, oui. Ouais. Les deux tours typiquement Moyen-Âge du château de Belay ont été construits au XVIIe. D'accord. Voilà. Et ensuite, c'est plutôt des manoirs, en fait, peut-être Celui de Cessac, moi, je sais qu'il va être transformé en hôtel, non Celui de Cessac. Celui de Cessac, oui. Il va être transformé en hôtel. C'est celui de Belay, luxe, c'est le château de Belay. C'est le château de Belay. Oui. Oh, bah, je connaissais pas le nom, mais... Ah, d'accord. Donc, château de Belay, en bas, juste, qui s'appelait au Moyen-Âge le château du Récidou. Et pourquoi Récidou? Pourquoi Récidou? On ne sait pas. C'est l'appellation qui a été donnée par les gens du coin et le propriétaire du château qui a fait construire le château de Belay, il s'appelle Solmignac et il s'appelait de Solmignac, seigneur du Récidou. Solmignac, c'est seigneur du Récidou. Et des seigneurs, il y en avait beaucoup à Saint-Aquilin? Il y en avait, oui. Il y en avait. Il y avait le seigneur le chevalier Okay. Alors ça y est, j'ai perdu les noms. Lamberty, par exemple, tout petit. Il n'y a plus rien, mais il y avait une maison forte, une fortification, un propriétaire. Mais les seigneurs, c'est l'équivalent des paysans actuels, enfin des paysans. Moi, j'appelle ça paysan, mais ils n'aimeraient pas que j'appelle ça paysan. Oh, des entrepreneurs agricoles. Ouais. Pas des grands seigneurs proches du roi, c'était pas... Non, si, la famille Solmignac a été proche du roi à Paris. Maëlys, toi, tu habites où à Saint-Aquilin? J'habitais à Maisonneuve, derrière. En haut. Maisonneuve, ça va être plus compliqué. Parce que c'est trop neuf, du coup. C'est trop neuf, même si l'appellation Maisonneuve date sûrement du 14e ou 15e siècle. Ah oui. C'est une maison neuve au 16e siècle, au 15e siècle ou au 15e siècle. Enfin, la maison neuve la plus ancienne, pas le lotissement de Maisonneuve. Le lotissement de Maisonneuve, il est plutôt 21e siècle. D'accord. Non, quand même pas, 20e siècle. Allez. Pas d'histoire donc qui dans les environs de Maisonneuve, comme ça Maëlys en rentrant ce soir, elle pourrait se dire ah tiens ça j'avais pas remarqué. Mais c'est pas loin du château de la Vigerie Haute. C'est juste Je sais pas. non plus. Bon, la Vigerie Haute, c'est un château 17e. Pareil, il devait y avoir un chevalier de la Vigerie, sûrement, quelque chose comme ça, et qui a fait construire un château. C'est un château 17e. C'est une maison riche 17e. Et donc sur le chemin à Cessac, il y a une forge, un dolmen, il y a plusieurs monuments. Du coup, le dolmen, il date de quand et c'est quoi son histoire, si vous savez? Le dolmen, il date... Alors, le dolmen, il date du néolithique, d'une période qui s'appelle Arténacien. Parce que, à cette époque-là, les gens du néolithique, ils vivaient pas dans des villages, ils mettaient leur village sous une seule maison.
qui pouvait faire 20 ou 25 mètres de long. Cette maison, elle faisait 8 ou 10 mètres de large, en bois, avec des gros poteaux, en bois et terre. Et à l'intérieur, il y avait des cloisons, et chaque habitant avait habité dans une partie de cette grande maison. D'accord. Ouais. Néolithique. Et ils enterraient leurs morts, ces Arténaciens, ils enterraient leurs morts sous un dolmen, dessous le dolmen, pour ils déposaient les morts sous le dolmen, et quand les morts avaient passé assez de temps là-dedans, les ossements étaient repris, brûlés et mis dans une grotte qui s'appelle la grotte des Barbillous. On appelle ça une grotte sépulcrale, néolithique aussi, dans laquelle elle est remplie de restes, de cendres et d'ossements. Donc on a ça aussi à Saint-Aquilin. Il reste encore des ossements? Ah oui, il reste des ossements. Là, ça sent l'expédition. Là. Cette grotte a été fouillée par un archéologue, et il avait besoin d'aide. Donc moi, là, à 14 ans, j'ai passé un été à faire des fouilles reconstituer les corps. En 64. En 1964, il ne faut pas que je me trompe. C'était pas il y a si longtemps que ça, en fait. C'était pas il y a si longtemps, mais c'était un peu, oui. Bon. je m'en souviens encore. Voilà. Moi, j'ai une petite question pour les jeunes. Est-ce que vous connaissez les différents cours d'eau qui passent sur la commune de Saint-Aquilin? Non. Alors, leur nom... Non. Je crois que j'en ai visité beaucoup, mais alors leur nom... Franchement... Alors, le principal cours d'eau, celui qui donne le nom de la vallée? La vallée du... Non, si. Si, Le Salambre. La vallée du Salambre. Et ouais, c'est un cours d'eau. Vous voyez où est-ce qu'il passe ou pas? À côté du Salambre. Exactement. Le Salambre. Et ok, donc le Salambre. Est-ce que vous voyez un cours d'eau le plus proche de nous là? Le cours d'eau qui passe dans le fond là, comment il s'appelle? Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est une couleur. Ouais. Et c'est le nom d'une couleur. Je vais faire toutes les vert. couleurs. Vas-y, tente ta chance, c'est Maëlys. pas le Violet. vert, non, c'est le noir. Le noir. Je n'allais pas te dire ça. Le noir. Et d'où ça vient ce nom? Là, je n'ai pas de, je n'ai pas de réponse. Et est-ce qu'il y a encore d'autres cours d'eau sur la commune qui ont Sur un la nom commune, un petit peu... Il y a des petits ruisseaux qui n'ont pas de nom, en D'accord. général. Même la source du Salambre est sur la commune de Saint-Aquilin. Et comme il y a 3 sources, on ne sait même pas la source principale où elle est. Laquelle est... ouais. Suivant... Donc c'est une autre enquête à mener. Voilà, c'est une autre enquête. Comment on pourrait définir la source principale du Salambre? C'est simple. On définit la source principale d'un ruisseau. C'est plus loin de... Si c'est la dernière source qui se met à sécher quand il y a une sécheresse. Donc celle qui sèche, qui est à sec la dernière, c'est la source. C'est la source d'origine. Okay. Donc le challenge cet été, les jeunes, c'est quand vous voyez qu'il commence à faire chaud, vous remontez. Je sais qu'à côté de chez moi, j'ai déménagé. Avant, à Chantérac, il y avait un cours d'eau qui n'y avait plus du tout d'eau quand il faisait chaud. Et je sais pas. Du coup, c'était pas la source du Salambre puisqu'il était à sec et que le Salambre était encore... Voilà. Ça, c'est une bonne façon de se dire... Voilà. C'était dans quel village à Chantérac? Dans quel... À côté de Longe-Côte. Longe-Côte? Oui. Ouais. Voilà. L'histoire de Chantérac, c'est le mois prochain. C'est le mois prochain. On en regarde sous le coude. Mais donc, toutes ces histoires, où est-ce qu'on peut se renseigner si on veut en savoir plus sur la commune de Saint-Aquilin? Où est-ce qu'on trouve des infos? Dans les archives, soit... D'abord, il y a
À la fin du 19e siècle, il y a une personne, un docteur de Saint-Aquilin qui a écrit une monographie de Saint-Aquilin qui est éditée, que l'on peut imprimer ou lire sur Internet, puisqu'elle est en ligne gratuitement dans les archives de la CHAP, Société archéologique et historique du Périgord. Ensuite, peut-être encore, on peut trouver chez Joël. le livre qui a été imprimé au XXe siècle par les Amis de Saint-Aquilin et que l'on trouve encore peut-être à la mairie de Saint-Aquilin. Donc c'est une association, les jeunes, hein. L'association des Amis de Saint-Aquilin qui a édité ce bouquin il y a quelques années. C'était pas il y a si longtemps que ça encore. Yes, ok. Donc dans Saint-Aquilin, il y a des choses à faire, enfin niveau activité. Il y a des, comment dire, du tir à l'arc. Oui, par exemple. Il y a des sports, ou alors il y en a déjà eu, il y a des caractéristiques. C'est pas tout à fait mon domaine, ça. Moi j'ai souvenir que tu étais intéressé beaucoup par les chemins de randonnée. Oui, avec Lilian, du coup, oui, il y a plusieurs chemins dans Saint-Aquilin. Donc, Alors, le chemin de randonnée, ça peut être intéressant, surtout si... moi, j'ai participé plusieurs fois à l'animation de chemins de randonnée pour découvrir la motte féodale, le tumulus des Ventadour, les vestiges le long du dolmen de Peyrebrune, autre chose. Et ce que je viens de vous raconter là, je le raconte au moment de randonnée. Et si ça intéresse quelqu'un, je peux encore animer, même si je me déplace un peu difficilement, je peux encore animer une randonnée, découvrir et faire découvrir l'histoire de l'église de Saint-Aquilin. J'ai oublié de vous parler des vestiges qu'il y a au pied du mur de Saint-Aquilin. Dans un mur de l'église de Saint-Aquilin, il y a une espèce de porte qui est murée. Oui, la porte à côté du petit préau, là. Oui. La porte des morts. Porte des morts. Je suis pas sûr. Oui, mais il y a un petit panneau qui explique un peu, non? Oui. Ouais. Et il y a 15 ans de ça à peu près, j'avais fait découvrir cette porte parce que personne ne savait ce que c'était, ne savait pas ce que c'était qu'une porte des morts. Et même en faisant des recherches, on ne trouvait pas, il y a 10 ans, 12 ans, on ne trouvait pas de renseignements là-dessus. Mais bon, et actuellement, si on tape porte des morts sur Internet, il y a une explication de ce qu'est une porte des morts. Il y a un documentaire, donc. C'est documenté maintenant, oui. Et même, même là, ça ne s'appelle pas forcément porte des morts, ça s'appelle verrine. Donc, la porte des morts, c'était pour passer le mort qui était dans l'église pour le mettre dans le cimetière. Et la même porte, la même fenêtre servait aussi de lieu de guérison, parce que la personne rampait qui était malade, qui boitait, qui avait mal au dos, qui rampait là avec l'espoir que quand on passait au-delà, c'est-à-dire quand le passage au-delà, on renaissait, et on renaissait en bonne santé. Il y avait un filon là pour le Covid. Faut attendre de mourir dans la porte ou faut juste y passer? Non. Ah non. Là, c'est pas la porte des morts pour le coup. La porte des morts, c'est quand on fait passer le mort pour le faire passer vers le cimetière. C'est les vestiges des croyances païennes. Et ça, c'était accepté par les premières églises jusqu'au XIe ou XIIe siècle, jusqu'à la fin du Moyen-Âge presque. Les croyances dans nos campagnes étaient tellement implantées que la religion était obligée de
de convenir avec... de faire des compromis. Des compromis, voilà. Faire des compromis. Et les compromis, c'était le mort arrive dans l'église, on envoie le mort, son âme à Dieu, et on remet le cadavre au cimetière à des fossoyeurs qui étaient des chamans. Ça s'appelait pas comme ça, mais le côté païen, ouais. C'est des païens. C'est de la magie en gros. De la magie, un peu, oui. Des croyances. Oui. Ouais, enfin, quelle est la religion qui n'est pas de la magie? C'est ça. Après, ça sera la grande question de cette émission. Et on va éviter de lancer le débat. On va éviter toute censure. Ok. Est-ce que vous avez encore une question, les jeunes, ou on s'en garde la forge de Cessac. Hein. La forge de Cessac. La forge de Cessac. La forge de Cessac, c'est la maison la plus ancienne qu'il y a à Cessac. Lorsque la personne l'a achetée et l'a rénovée, ils ont trouvé du mâche-fer. Il y avait dans ce qui va devenir dans la cour intérieure, il y avait été pavé de mâche-fer. Et donc c'est la preuve, le mâche-fer, c'est les résidus d'un four à fer. Donc et c'est pas surprenant parce que c'était une très riche maison alors elle avait 16e à peu près. Les bases de cette maison étaient 16e, donc c'est l'époque où le Périgord était pratiquement un des principaux producteurs de fer de France. Avant la révolution industrielle, ouais. Le territoire périgourdin était un territoire très riche en culture d'abord, beaucoup de laine, de chanvre, pour tisser des toiles et des cordages, etc. Et dans le nord du département, on fabriquait des canons pour les bateaux. Et dans tout le département, on fabriquait du fer pour localement et pour exporter. Mais c'est pas l'âge industriel, ça? C'est même avant? C'était avant l'âge industriel? Mais le fer était fabriqué. Les spécialistes du fer, les premiers spécialistes du fer, ce sont les Gaulois. Les Gaulois qui sont devenus des forgerons fabuleux et extraordinaires, qui forgeaient pour l'armée romaine. Des armes romaines étaient fabriquées par des forgerons gaulois. Et donc à l'âge industriel, le Périgord, ça n'a pas suivi. C'est là que ça s'est compliqué. Il n'a pas suivi parce qu'il n'y a pas de mine. C'est là où on a inventé la mine, c'est-à-dire qu'on est descendu chercher du charbon. Oui. En Périgord, on avait du charbon de bois, ou très peu de charbon. Dans le nord du département, il y avait des mines de charbon quand même à ciel ouvert. Mais donc, on n'avait plus de bois, on n'avait plus de charbon, donc, et on n'avait pas de fer. Donc, on n'avait plus de fer. Donc, l'industrie est partie en Alsace, dans des pays, ouais. Dans le Massif central, ou je ne sais où. Et le Périgord là, est devenu pauvre. C'est la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe qui a vu la chute de la richesse du Périgord. D'accord. Bon, je vous propose de nous arrêter là. On a déjà découvert énormément de choses, mais on va pouvoir continuer de se raconter tout ça autour d'une crêpe peut-être. En tout cas, merci beaucoup à vous trois pour avoir exploré l'histoire de Saint-Aquilin, et on va essayer de continuer à en découvrir un petit peu plus tout au long du mois. Merci bien. On se revoit tout de suite. À bientôt hors des ondes. Au revoir.